Je viens à l'instant de clôturer mon vlog précédent et j'ai complètement zappé le fait que je suis allée à Cultura samedi. J'ai complètement oublié d'en parler, complètement oublié de vous montrer mes achats. Pour une créatrice de contenu littéraire, c'est quand même un peu con de pas parler de ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 5 septembre et j'ouvre un nouveau vlog. Je suis donc allée à Cultura samedi après un no-buy de 2 mois. No-buy pendant lequel j'ai quand même acheté 2 livres, mais bon, j'avais le droit. Et contre toute attente, eh bien, j'ai été raisonnable et j'aimerais vraiment que vous me félicitiez dans les commentaires. J'ai donc acheté. Je suis ressortie de Cultura avec 2 livres. Enfin 2 livres, même pas. Un livre, un oracle. Je suis repartie avec Heartstopper de Alice Oseman. Je ne sais pas comment on dit, Un secret, c'est donc le tome 2. C'est un roman graphique, je pense que j'ai besoin de le présenter à personne, Heartstopper. J'ai lu le premier graphique il y a longtemps, j'ai adoré et j'ai jamais lu le second. Voilà, ça c'est un truc qui est passé à l'as. Il y a plein de trucs que je commence comme ça et que malgré que j'aime beaucoup, ben je passe à autre chose. Et Heartstopper en a fait les frais. Sauf que je viens de commencer cette série sur Netflix. J'ai trop de mal à parler, on est lundi, pourtant ça craint. Je viens donc de commencer cette série sur Netflix et gros crush sur la série Netflix. Du coup, je me suis dit, mais Angélique, tu ne peux pas ne pas te procurer les graphiques et les lire. Voilà. Du coup, je suis allée à Cultura et je me suis pris le tome 2. J'ai été sage, j'aurais pu prendre 2, 3, 4 parce que je suis sûre de moi. Mais on va faire chaque chose dans son temps. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je le lirai très très vite. Il sera lu sur mon mois de septembre, celui-ci. Et je me suis acheté un oracle. C'est pareil, ça faisait trop longtemps que je m'étais pas acheté un oracle. Et j'ai pris l'oracle des heures miroirs. Les heures miroirs, c'est midi 12, 13h13, 14h14, etc. Grâce à cet oracle de 42 cartes accompagné d'un livre de 108 pages, vous découvrirez leur signification pour identifier les synchronicités, comprendre vos blocages et répondre à toutes les questions que vous vous posez. Ces messages inspirants vous apportent une véritable guidance à chaque instant de votre vie. Ceux qui me connaissent très bien et qui me suivent depuis très longtemps savent que j'ai ce petit côté perché. J'en parle pas beaucoup sur les réseaux. Faudrait que j'en parle plus. Enfin, je vais l'ouvrir avec vous. Oh, il y en a plein des heures miroirs. Ah ouais, pour moi les heures miroirs c'était ce que je vous ai dit, mais il y en a plein d'autres. 3h33, 23h32... 22h22, 23h23, 2h20. Oui, d'accord. C'est vraiment 5h50. J'ai vraiment acheté parce que les heures miroirs, c'est quelque chose qui me parle en ce moment, puisque je vois une heure miroir quasiment tous les jours depuis 2 semaines. Donc voilà, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Elles sont quand même chouettes, les cartes. Elles sont en noir et blanc. Donc voilà. Et finalement, en fait, sur le chemin, malencontreusement, il y avait encore une librairie dans laquelle nous sommes rentrés. Et là, j'ai trouvé mon précieux Blackwater, le tome 3, La Maison. J'en suis au tome 2, voilà. Je présente pas la saga. Je présente pas la beauté des couvertures de chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Voilà, j'avais hâte de lire aussi celui-ci. Et je pense également que je le lirai sur le mois de septembre. Il est très court, 240 pages. C'est quelque chose que je lis en 2 jours. J'arriverai à me le caler ce mois-ci, celui-ci. J'ai trop hâte de retourner à Perdido. Voilà pour mes achats chez Cultura de samedi. J'ai acheté des choses pour les enfants, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse. Des plaies maïs, des activités chez Cultura, ils ont quand même un choix de dingue, des livres. Sinon, niveau lecture, je suis toujours sur De si bonne mère de Céline de Rohany. C'est le 3e vlog que j'ouvre, c'est le 3e vlog dans lequel je vous dis ça. Je n'avance pas sur mon livre audio. Il va me faire tout le mois de septembre, je me répète encore. Et sinon, à l'écrit, j'ai commencé Comment souiller hier, j'ai lu 30 pages, Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot, les éditions La Martinière, une édition en hardback qui est vendue 22,90 €, qui est donc illustrée avec de très très jolies illustrations. On a reçu avec le petit service presse comme ça une carte, une magnifique illustration. 1837, baie du Mont-Saint-Michel. Le jeune Baptiste Rivière est convoqué au château d'Escreuil pour s'y faire dicter les dernières volontés de la propriétaire des lieux. Mais, à son arrivée, le personnel se ligue pour lui interdire l'accès à sa chambre. Langlois, diabolique intendant du domaine, le vieux Simon qui semble plus qu'un ordinaire jardinier, et même Séverine, la femme de chambre dont Baptiste cherche pourtant à se faire une alliée. Pourquoi la baronne d'Escreuil se cache-t-elle? Qui est vraiment cette ancienne comédienne veuve d'un aristocrate guillotiné sous la terreur? Bravant les mises en garde, Baptiste s'aventure dans les plus sombres recoins du domaine. Mais les apparences sont trompeuses.
Et en cherchant la baronne, c'est sa propre vérité que Baptiste va devoir affronter. Jouant sur les codes du conte gothique, du roman historique et du récit d'apprentissage pour mieux les subvertir, le château des Trompe-l'œil offre une plongée vertigineuse et haletante dans les gouffres du passé et de l'âme humaine. Je suis très dubitative sur les 30 pages que j'ai lues, je vais aller un peu plus loin parce que c'est un service presse. Sinon, j'abandonnerai parce que je dois me concentrer un truc de fou quand je commence des phrases. Des fois, je comprends pas ce que je lis et je relis. Du coup, un livre qui fait 350 pages peut vite se transformer en livre qui dure 1000 pages si je dois relire 50 fois ce que je lis. C'est très particulier la façon dont c'est écrit. Et il y a d'autres choses qui vont s'avérer très particulières. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais un tout petit peu insister. Voilà, je vais essayer d'en lire une centaine, voir un petit peu, voilà, si j'abandonne ou pas. Voilà. Très particulier. Il semblerait que le monsieur aime bien se faire plaisir tout seul régulièrement. Voilà. C'est très dommage parce que j'adore les livres illustrés, que l'édition est magnifique. Je donne peu de chance à notre relation, à nous deux. Le château des Trompe-l'œil et moi, je pense que c'est une histoire qui va très vite se terminer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous reparler de ce château des Trompe-l'œil. Bon, faut que je vous raconte un truc. Mon mari rentre à midi avec un colis Amazon. Et je n'ai rien commandé sur Amazon. Du coup, j'ai un grand moment de doute sur... parce que comme je dors très mal en ce moment, je me suis dit, ai-je commandé quelque chose sur Amazon pendant mes heures d'errance nocturne sur Internet? Non, je crois pas du tout. Et j'ouvre le colis et là, je vois qu'il y a une cartouche de Tassimo dedans. Je me dis, mais... what the fuck, je suis très en colère après Tassimo en ce moment, puisqu'il ne propose pas de pumpkin spice latte, puisqu'il ne propose pas de thé matcha, qui vraiment ils se reposent sur leur acquis depuis le début et ils commencent sérieusement à m'enquiquiner Tassimo. Bref, et je ressasse ça depuis quelques temps. Bref, je me connecte sur Instagram samedi et là je vois Déborah qui, avec une Nespresso je crois, se fait un pumpkin spice latte. Et là vraiment, d'une jalousie extrême, je lui écris. Et vraiment, on était vraiment sur une grande jalousie. Et je crois que Déborah l'a remarqué, puisque je reçois donc aujourd'hui un colis Amazon sur lequel était écrit « Bien le bonjour madame, j'ai senti un seum relativement palpable lors de notre dernier échange samedi. J'espère que ce sirop couplé à un magnifique café Tassimo saura te combler. Bisous de la part de Déborah. » Et donc, cette folle m'a fait livrer le sirop Mona Pumpkin Spice. Ça fait longtemps que je dis que je vais le tester. Et j'ose pas trop me lancer à chaque fois. Pourtant, les sirops Mona, la preuve en image, j'adore ça. Mais voilà. Du coup, je me teste ça tout de suite. Je vais me faire un Pumpkin Spice Latte et je vous en dirai des nouvelles dans quelques instants. Et je vais me faire ce Pumpkin Spice Latte dans ce mug absolument incroyable que j'ai reçu au boulot vendredi de la part de ma petite Estelle qui m'a fait un petit cadeau. Un gros cadeau même, je devrais dire, parce que quand on sait que Disney vend ses mugs un bras. Voilà, j'ai reçu ça au boulot vendredi en me disant mais qu'est-ce que ça peut bien être. Et voilà, j'ai reçu un beau mug qui vient de la boutique Disney et je le trouve trop canon. Living in a Fantasyland. Et vendredi, en quittant du boulot, je l'ai oublié. Voilà, et là je suis en télétravail cette semaine. Et mon mari, là seulement, qui me le ramène. Voilà, vous connaissez toute ma vie. Je vais donc me faire un Pumpkin Spice Latte dans mon mug Mickey, trop beau. Et je vis vraiment ma meilleure vie grâce à vous. Oh my god, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Je ne sais pas si vous étiez comme moi de la team à hésiter à commander ça, mais c'est incroyable. C'est trop bon. Voilà. J'ai quand même beaucoup de chance avec les personnes que j'ai rencontrées sur Instagram parce que je crois que j'ai rencontré des personnes vraiment trop cool. Vraiment. Allez, je vous fais des bisous, les filles, et je vous reprends plus tard. Je ne sais pas si j'ai eu la décence de vous dire bonjour, on est mardi. J'étais tellement excitée avec ce...
J'étais tellement excitée avec ce pumpkin spice latte de l'espace. Vraiment, t'as l'impression que la meuf a trouvé... On dirait une poule qui a trouvé un couteau, vraiment. C'est... Vraiment, je vais pas m'en remettre. Je pense que je vais boire ça tous les jours du reste de ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, je vous reprends, j'ai plein de choses à vous dire. La première, sans grand suspense, j'ai abandonné Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot. Vraiment, l'écriture n'est pas fluide du tout pour moi, ça me demande trop de concentration. Quand une maison d'édition se lance dans la confection d'un si bel objet livre, avec un hardback, avec un illustrateur, avec des merveilleuses illustrations qui ont été envoyées avec le service presse, je m'attendais à quelque chose de fou en fait. Et vraiment, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et je sais pertinemment que je n'y retournerai pas. Ni aujourd'hui, ni dans 6 mois. En fait, ça m'a donné la sensation d'être un peu con. Quand je lisais le livre, elle me disait, mais je ne comprends rien. Trêve de persiflage, il faut que je lui parle. C'est trop tôt, j'ai besoin de savoir ce qu'il a dans le ventre. Langlois se mit debout. Ses pieds se rapprochèrent de la traîne pourpre et la conversation se poursuivit à voix basse. Comme Baptiste tendit l'oreille, un poids s'abattit sur son échine. Il creusa les reins jusqu'à la rentrée dans la dalle froide. Un grattement méthodique transperçait sa robe de chambre. Se retenant de hurler, il tourna la nuque. Les yeux d'Agathe du matou étaient braqués sur lui. Donc j'abandonne Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot. J'en suis navrée, je déteste abandonner, je déteste accepter des services presque. Finalement j'abandonne. Mais bon, je reste bloquée sur cette illustration. Vraiment non, ce n'est pas pour moi. Ensuite, hier, j'ai attaqué. J'ai enlevé la jaquette. J'ai attaqué un miracle, de Victoria Mas qui fait partie de la rentrée littéraire chez Albin Michel. Je l'ai attaqué hier soir et je l'ai terminé pendant midi. Il fait 220 pages. Alors, je pense que je vais galérer un petit peu à vous en parler puisque c'est un roman un petit peu perché qui dit beaucoup de choses. Je vais essayer d'être le plus concise possible. Un miracle, c'est l'histoire de plusieurs personnages. On va suivre plusieurs personnages. D'abord, on va suivre Sœur Anne. Sœur Anne, elle fait partie de la congrégation des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Et Sœur Anne, elle est habitée depuis toujours par l'espoir d'avoir l'apparition de la Vierge Marie. Et un jour, une sœur, toujours des filles de la charité, lui dit que la Vierge Marie va apparaître en Bretagne. Sœur Anne se dit alors à ce moment-là que c'est incroyable puisqu'en fait se libère une place à Roscoff en Bretagne et donc elle va demander à aller sur cette mission et elle va donc partir en Bretagne à Roscoff et sur l'île de Batz. Sur l'île de Batz, on va rencontrer également 2 autres familles, 2 autres personnages principalement. On va rencontrer d'abord Hugo. Hugo, c'est un garçon qui est le deuxième d'une fratrie de 3. Il a un grand frère qui ne vit plus au domicile et il a une petite sœur, Julia, qui souffre d'un asthme très sévère. Une petite sœur qui du coup demande beaucoup l'attention de ses parents, etc. Un grand frère qui est parti, que ses parents admirent beaucoup et lui il a la place du milieu, c'est un peu le vilain petit canard de la famille. Il n'est pas réellement aimé par ses parents et il en souffre beaucoup. Il essaye un petit peu en fait d'être aimé par ses parents mais il n'y parvient pas. Et on va également rencontrer un autre garçon, à peu près du même âge, je pense qu'Hugo, qui s'appelle Isaac. Et Isaac, lui, il a vécu un drame il y a quelques années. Et il a perdu sa maman dans un accident. Et depuis, Isaac ne parvient plus à être heureux, à l'image de son père, qui ne parvient pas non plus à se remettre du décès de sa femme, qui ne parvient pas à rendre son fils Isaac heureux non plus. Jusqu'au jour où Isaac va avoir une vision, et dire « je vois ». Et tout le monde va penser qu'il voit apparaître la Vierge Marie, alors qu'il dit juste « je vois » et il voit apparaître une femme, bref. Et cette vision va complètement venir chambouler la vie sur l'île de Batz.
Déjà, il y a Sœur Anne qui ne comprend pas pourquoi cette vision est apparue à Isaac et pas à elle. Et puis, il va y avoir deux types de réactions sur l'île. Il va y avoir les gens qui sont très curieux, très admiratifs. Oh, il a une vision, presque, j'ai l'impression qu'ils le perçoivent comme un prophète. Et il va y avoir les gens qui vont voir ça d'un très mauvais œil, dont le père d'Hugo, l'autre garçon, qui va interdire à Hugo d'approcher ce garçon, qui va lui dire si c'est ton ami, tu ne t'en approches pas. Alors Isaac et Hugo se connaissent, mais ce ne sont pas des amis, ils ont une relation très en surface. Et donc une partie des gens va se dire que il va apporter le malheur, avoir une vision, c'est signe d'un futur malheur. Et donc on a ces deux façons de... Encore une mouche, c'est pas possible. Et donc on a ces deux façons de voir les choses, ceux qui attendent un miracle et ceux qui n'y croient pas du tout. Voilà, je pense que j'ai rien oublié au niveau du résumé. Il n'est pas simple à résumer ce roman-là parce qu'on est sur un roman un petit peu perché. On est sur un roman un petit peu poétique, un petit peu différent de ce que... Enfin, dans la même lignée que le Bal des Folles. Hein. Si vous avez lu le Bal des Folles, on est voilà sur une écriture un petit peu un cran au-dessus que peut être un feel good ou des choses comme ça. Et ben moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve vraiment la plume de Victoria Mass envoûtante. Elle nous raconte une histoire vraiment telle une poétesse. C'est poétique, c'est beau, c'est envoûtant. J'aime beaucoup de la manière dont c'est écrit. Et elle choisit un décor que je connais bien, puisque l'année dernière, je suis allée en vacances à Roscoff et sur l'île de Batz. Alors je me figure, je vois très bien, en fait, quand elle nous décrit les paysages, quand elle nous décrit les choses, je suis à fond, je vois totalement le décor. Et du coup, je parviens, je pense, à m'immerger encore plus facilement dans ce roman-là. Je trouve qu'elle prend un risque, Victoria Mass, en s'attaquant à la religion, en s'attaquant à la Vierge Marie, et en abordant des thèmes vraiment très très délicats dans ce roman. Est-ce que je peux dire les thèmes? Je pense pas, parce que je pense que je vais vous spoiler des choses. Mais ouais, elle aborde des thèmes très importants, elle aborde des thèmes très difficiles, il est très sombre ce roman, et en même temps, je trouve qu'il est magnifique, qu'il est très beau. C'est pas un coup de cœur, parce qu'effectivement, il va me manquer quelque chose. Quoi? Je crois que je saurais même pas vous dire. Mais pour moi, c'est un bon roman, c'est une belle histoire, c'est dans la lignée du Bal des Folles. Le Bal des Folles, ça avait été un coup de cœur intersidéral, donc forcément, pour moi, ça aurait été difficile de faire aussi bien que le Bal des Folles. Mais vraiment, je passe un excellent moment à la lecture de Un miracle de Victoria Mass. J'imagine en fait à quel point ça doit être difficile quand tu écris un premier roman aussi bon. Je ne sais plus dans combien de langues il a été traduit, le Bal des Folles. Il a quand même été adapté en bande dessinée. Il a été adapté sur Amazon, Prime, Netflix. Pas Netflix parce que sinon je l'aurais regardé. Voilà, elle frappe très fort avec le Bal des Folles. Il faut revenir avec un second roman. Le Bal des Folles, il doit avoir 2-3 ans déjà maintenant. Elle s'en sort vraiment pas mal avec celui-ci. Vraiment. Chiara, tu me fais de l'ombre. Ouais, vraiment, je vais retenir. Il me manque un petit quelque chose, mais demain, s'il y a un troisième roman de Victoria Mass, je fonce en librairie me le procurer, parce que vraiment, c'est une plume poétique, une plume très limpide. Pourtant, je trouve que c'est une plume qui a un cran au-dessus, mais qui est pourtant hyper accessible. J'ai par exemple, par rapport au Château des Trompe-l'œil, où je comprends rien à ce qu'on me raconte, là je comprends tout, c'est fluide, c'est envoûtant, c'est percutant. Elle aborde des sujets très sombres et elle les aborde extrêmement bien. Mais je comprends qu'il ait pu en dérouter certains et en décevoir certains. Je comprends le pourquoi. Moi ça m'a pas gêné, ces points faibles qu'on lui reproche parfois, parce que vraiment cette écriture incroyable vient tout sauver. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de Un miracle de Victoria Mass, sorti aux éditions Albin Michel. Je pense pas qu'il rencontrera le succès du Bal des Folles, parce que vraiment le Bal des Folles c'était incroyable, mais il mérite son petit succès. Sinon, je vais attaquer Fille du vent de Mathilde Faure aux éditions
Charleston, je me souviens quand en story j'ai mis que j'avais eu ce livre, c'est ma cousine qui me l'a offert. Tout le monde m'a écrit en me disant il est incroyable, j'ai trop aimé. Je crois que j'ai reçu une 50aine de messages parlant de coups de cœur. Donc voilà, j'en attends beaucoup. On part de nouveau sur un roman pas très grand. 213 pages, donc pareil, je pense que je le lirai à peu près en 2 jours. Je suis pas sûre de l'attaquer aujourd'hui, je l'attaquerai peut-être demain. Ce soir, j'ai très envie de finir Heartstopper sur Netflix. Donc, ce sera plutôt mon programme de ce soir. Je vais attaquer ça et écoutez, je vous en reparlerai quand je l'aurai attaqué. Et moi, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est jeudi. Je vous ai dit la dernière fois que je vous ai pris que j'allais attaquer Fille du vent de Mathilde Faure et j'ai donc attaqué La chambre des morts de Franck Thilliez. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, que je vais pas du tout suivre, enfin pas du tout, que je vais faire un petit écart dans ma palle du mois de septembre. C'était pas du tout prévu, ça c'est un roman que j'ai reçu cet été par Pocket. Pour fêter les 60 ans Pocket. Et en fait, samedi, normalement, je vais à Nancy, au Livre sur la Place, et il y aura Franck Thilliez. Et avec Magda, on a très envie d'aller voir Franck Thilliez. Et je n'aime pas avoir 2 livres d'un auteur dans ma palme. Du coup, pour avoir le droit, l'excuse, d'acheter un nouveau roman à Franck Thilliez, je me suis dit que je devais absolument lire celui-ci qui était dans ma palme, donc La chambre des morts. On en a un petit peu discuté avec les filles hier, avec Magda et Florence, de ce roman-là. Et en fait, il a apparemment... Franck Thilliez, je connais vraiment très peu. Apparemment, il a 2 enquêteurs. Franck Thilliez, il a le fameux Charcot, dont on entend parler absolument tout le temps. Je sais qu'il a un enquêteur qui s'appelle comme ça, alors que je n'ai jamais lu de livre avec cet enquêteur-là. Donc, je ne sais pas s'il est commissaire, s'il est... je ne connais pas son grade, bref, peu importe. Et je sais également qu'il a une autre enquêtrice maintenant qui s'appelle Lucie Bell. Je suis pas sûre de son nom. Je sais qu'elle s'appelle Lucie. Et donc en fait ça c'est le premier tome dans lequel apparaît Lucie. Alors dans celui-ci on va donc suivre, il y a un peu 3 points cruciaux dans ce roman-là. Tout d'abord, il commence par un prologue très énigmatique, dont pour l'instant, je n'ai aucune explication. Et tout de suite après, on arrive 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, on est avec 2 amis, Vigo et Sylvain. Et en fait, Vigo et Sylvain sont en train de taguer les locaux de leur ancienne entreprise qui les a fraîchement licenciés. Ça doit dater d'à peu près 6 mois. Et ils sont en train de se venger en taguant le mur. Ce sont 2 amis dans la vraie vie. Et au moment de repartir, après avoir commis cet acte de vandalisme, Vigo, un des 2, décide de s'offrir une petite montée d'adrénaline et il décide de couper les phares de son véhicule. Donc il est avec Sylvain est à côté, couper les phares du véhicule et taper une pointe en voiture. Il fait nuit. Donc voilà, combien va pouvoir monter la 306? Là est la question qu'il pose à Sylvain. Sauf que d'un coup, ils heurtent quelque chose. Ils descendent du véhicule et en fait, ce quelque chose, eh bien, c'était un être humain. Ils viennent de renverser un homme, sauf qu'avec cet homme, il y avait un sac bleu roi avec à l'intérieur 2 millions d'euros. Alors au début c'est un petit peu la panique entre dans ce duo d'amis là, qu'est-ce qu'on fait pas, Sylvain il panique tout de suite en disant il faut qu'on appelle la police, on vient de tuer quelqu'un, c'est horrible, il est mort, et puis à côté de ça t'as Sylvain qui dit oula, attends, calme-toi, il est mort, donc ça veut dire que si on appelle la police, on roule les feux éteints, il me semble qu'ils ont bu quelques bières, tu vas finir ta vie en prison, je te rappelle que tu as une femme et une fille, que tu les verras plus jamais, et qu'on a un sac de 2 millions d'euros, est-ce que tu es certain de vouloir appeler la police? Du coup, après un débat qui dure assez peu de temps finalement, les 2 amis, sous l'influence de Vigo, décident de se débarrasser du corps et de garder les 2 millions d'euros, sachant qu'ils sont en plus en difficulté financière depuis quelques temps, suite à ce licenciement, etc. À côté de ça, on va également suivre
le monstre. Alors le monstre, on sait pas grand chose, c'est hyper énigmatique au début du roman, on comprend pas exactement qui il est, on comprend évidemment pas exactement ce qu'il fait. De ce que je comprends très rapidement, il enlève des petites filles, enfin c'est un petit peu bizarre. Et on comprend rapidement que le monstre a vu cet accident de voiture, que le monstre a vu les deux amis renverser cet homme. Et à côté de ça, on va découvrir Lucienne Bell, cette enquêtrice dans la police qui a un grade assez faible au niveau de la hiérarchie. Et elle est appelée sur le graffiti qui a eu lieu, sur le lieu du vandalisme. Voilà, elle va être appelée à enquêter là-dessus. Et elle entend, avant de partir mener l'enquête sur ces graffitis, elle entend que il y a une petite fille qui a disparu depuis quelques jours, qui a été retrouvée morte et dont on soupçonne le père de s'être fait renverser avec un sac de 2 millions d'euros. Parce qu'en fait, cet homme, donc qui s'est fait renverser, était quelqu'un de très riche, dont la petite fille avait été kidnappée quelques jours auparavant. Et la personne qui a kidnappé la fille a demandé qu'il ne prévienne pas la police et qu'il lui ramène une rançon de 2 millions d'euros. Et donc le lien se fait assez rapidement, on comprend que l'homme qui s'est fait renverser avec ces 2 millions d'euros, son maître chanteur était le fameux monstre qui a vu les deux amis renverser ce père de famille. C'est assez sinueux et tortureux, hein. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. La question qu'on se pose en fait très rapidement, c'est le monstre va-t-il accepter de s'être fait voler ces 2 millions d'euros? Et surtout, pourquoi le monstre fait ça? Ça, c'est vraiment le début, je spoil rien, on sait tout ce que je vous raconte assez rapidement. Hier soir, j'ai lu 170 pages, il est hyper addictif, j'ai vraiment envie de savoir, il est très tortueux, il y a plein de chemins, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Là, j'ai lu encore un peu pendant midi, donc je suis à la page 240, il en fait 340, donc je devrais l'avoir terminé aujourd'hui. C'est hyper intriguant, c'est hyper bien écrit, je sens que ça va être quelque chose d'extrêmement bien ficelé. J'en sais un peu plus sur le monstre, ça part un peu dans tous les sens et en même temps c'est hyper intelligent. Et en même temps ça fait froid dans le dos et en même temps c'est assez glauque parce que la petite fille donc qui a été retrouvée morte, qui est la fille de cet homme renversé, elle a été tuée de manière plutôt calme, mais le monstre qui l'a tuée a gardé ses mains comme ça pour lui former un sourire pendant 1 heure jusqu'à ce que la rigidité cadavérique commence et que cette petite fille morte reste avec son sourire. Voilà, c'est un peu l'ambiance, un peu le truc glauque, c'est très particulier et ben moi j'aime bien quand c'est hyper particulier, hyper glauque. Et écoutez, pour l'instant je passe un très bon moment, je vous en reparlerai demain parce que c'est certain, il sera terminé ce soir. Franck Tilliez, la seule chose que j'ai lue c'est Puzzle, et Puzzle j'ai très rapidement vu arriver la fin. Donc j'avais pas été déçue parce que j'en attendais rien, malgré que, on en parlait hier avec les filles, Franck Tilliez c'est un monstre du milieu du thriller. Je crois que c'est Magda qui me disait hier que c'est quand même le 3e auteur le plus vendu en France. Donc c'est un truc de ouf. Moi voilà, Puzzle, bah, j'ai rien trouvé d'exceptionnel à Puzzle. C'est très bon, très bien écrit. Si c'est le 3e plus gros vendeur de livres en France, je pense qu'on n'a ni à discuter de la plume, ni à discuter du style, ni à discuter de tout ça. C'était vraiment l'intrigue en fait dans Puzzle, où je l'ai vu arriver trop vite. Mais au niveau de la plume, etc., les chemins tortueux, tout ça, les petits trucs gore, l'imagination, elle est là. Franck Tilliez, on n'a rien à lui reprocher à ce niveau-là. Et pour le moment, j'apprécie bien plus La Chambre des Morts que Puzzle, parce que je sais pas trop où il m'emmène en fait avec ça. Sinon hier, j'ai reçu un petit paquet qui me vient... Bah je ne sais pas. Je dis toujours un jour, je vais ouvrir quelque chose et ça sera absolument pas un livre. Un livre. Ah, et ça me vient de chez Le Duc. Et j'ai donc demandé dans le dernier catalogue précis de culture féministe pour briller en société patriarcale. Ai-je besoin de justifier le pourquoi du comment j'ai pris ce livre? J'ai vu féministe, société patriarcale et je me suis dit
Bingo, je veux ça. Que diriez-vous si vous pouviez recadrer tonton Robert, connu pour ses opinions antiféministes lors des repas de famille, rien qu'avec une petite anecdote méconnue, le tout en brillant par votre intelligence. Dans une période où le féminisme imprègne de plus en plus notre manière de penser, Sabrina Erin Jean propose de traiter les grands sujets du féminisme par le biais des petites histoires qui ont forgé la grande. Savez-vous qui est Ada Lovelace? Cette mathématicienne a créé le tout premier programme informatique au 19e siècle sans qui l'ordinateur n'aurait jamais été inventé. Saviez-vous que des médecins ont voulu interdire l'utilisation de la machine à coudre mécanique pour les femmes qui soupçonnaient de se masturber dessus? Ce livre trace différentes histoires, faits inconnus sur les femmes d'hier et d'aujourd'hui, des anecdotes farfelues qui ont contribué à asseoir le patriarcat. Voilà, c'est très court, ça fait 200 pages. Comme tout essai bien réussi, je trouve qu'on a une belle mise en page. On a un chouette travail éditorial dessus. Voilà, il se découpe de ce que je comprends en 4 parties. Partie 1, les femmes réprimées. Partie 2, corps de femme joué d'homme. Partie 3, comme un homme. Partie 4, le problème, ce sont les hommes. Un grand merci les éditions Le Duc pour l'envoi. Je vais m'empresser de le dévorer. Je connais une paire d'hommes à qui j'aimerais bien rabaisser un peu le caquet. 13h50, je vais retourner travailler et moi je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi matin. Je viens de déposer les garçons à l'école et je vais m'empresser de vous enregistrer mon petit bout de vidéo pour commencer de travailler. J'ai terminé hier soir La Chambre des Morts de Franck Thiliez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'hier? Je peux vous dire que j'ai adoré la première moitié du roman. Hyper prenante, hyper addictive, que mon entrain s'est un peu affaibli sur la seconde partie. C'est bon, c'est très bon, ça c'est ce que je vous disais hier, mais je trouve que la seconde partie, enfin il n'y a pas de partie, mais la seconde moitié du roman souffre de quelques longueurs. J'en ai discuté ce matin avec quelqu'un sur Instagram, je ne sais plus qui me disait je trouve qu'il tourne autour du pot, et c'est exactement ça, je trouve qu'il tourne un peu autour du pot sur la deuxième partie du roman. En revanche, j'ai un gros crush presque, on va dire, sur Lucienne Bell. J'aime beaucoup le personnage, l'enquêtrice qui m'a l'air très très torturée, et en fait on n'en sait pas trop dans ce roman-là, il nous dévoile pas trop de choses d'elle. On aperçoit quelques failles, quelques démons presque, j'ai envie de dire, pour ce personnage-là. Et c'est très très intriguant du coup. Et c'est très intelligent en fait de faire ça, parce que c'est prometteur le personnage, je pense, de Lucienne Bell. Et du coup j'y retournerai avec grand plaisir. C'est encore pas un waouh pour moi, Franck Thiliez, mais ça viendra. Je persiste et je me prendrai Train d'enfer pour Ange Rouge demain, si tout va bien demain. Je vous avoue que j'ai très peur de faire une insomnie. Qui dit insomnie dit dormir environ 3 minutes, sans exagérer. Et que si c'est le cas, je pourrais pas y aller demain, parce que demain, j'y vais pas en train, j'y vais en voiture et que je peux pas prendre le risque de conduire. Donc, on verra demain. Je sens pas cette histoire. Donc voilà, je me prendrai Train d'enfer pour Ange Rouge. Florence m'avait dit que c'était pas foufou non plus, Train d'enfer pour Ange Rouge, mais je voudrais faire les choses dans l'ordre. Je pense que voilà, je donnerai sa chance à encore 3-4 Franck Thiliez de la série Charcot, puisque j'en entends tellement du bien de Charcot que ça doit être fou quoi. Peut-être que les premiers c'était un peu moins bon et que ça vient au fur et à mesure, j'en sais rien. Mais il est pas mauvais celui-là. En fait, ça serait pas Franck Thiliez, c'est toujours pareil. Un auteur avec quand tu vois Franck Thiliez, tu t'attends à des feux d'artifice. J'ai pas le feu d'artifice, mais ça sera un auteur que je connais pas, je me dirais que c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, faut juste remettre les choses dans leur contexte et voilà. Voilà ce que j'ai pensé de La Chambre des Morts de Franck Thiliez, qui est donc paru aux éditions Pocket dans plusieurs versions. Hein. Ensuite, j'ai reçu hier une petite chose qui me vient de chez Léa, du compte Léa Bougatique et de sa petite boutique de marque-page. Bon, je les ai vus passer sur Instagram, du coup je sais c'est lesquels, mais ils sont tellement beaux. Oh là là, ils sont trop beaux. Très automnal. Ils sont trop beaux. Comme d'habitude en fait.
Vraiment, Léa, je pense qu'elle propose les meilleurs marque-pages sur Instagram pour moi. Parce qu'au niveau de la qualité, parfois, il y a des boutiques qu'on voit souvent passer. Et j'ai déjà commandé une fois et j'avais trouvé la qualité pas folle. J'aime beaucoup les marque-pages de Léa parce que je trouve qu'ils sont d'une grande qualité. Merci Léa, encore, de m'envoyer tes jolis marque-pages. Je les kiffe trop. Ils sont trop beaux. Voilà, un gros bisou Léa si tu passes par là. Tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère très sincèrement que je reprendrai ma caméra demain pour vous dire que je suis à Nancy au livre sur la place. Mais je vous reprends demain, j'espère. Je vous reprends, on est lundi et évidemment je vous reprends pour vous parler du salon auquel je suis allée samedi qui était donc le livre sur la place de Nancy, salon sur lequel je me suis rendue avec ma copine Magda. J'ai stressé tellement de ne pas pouvoir y aller et que finalement, retournement de situation à 23h vendredi soir, j'ai réservé un billet de train que j'ai trouvé, j'ai cogité et j'ai trouvé une solution pour y aller en train. Du coup, me voilà partie en train. C'était un très beau salon. Il y avait beaucoup d'auteurs que j'aime bien, que je voulais voir. Voilà, on a recroisé plein de monde, on a croisé plein de bookstagrammeurs et on a croisé plein d'auteurs. C'était vraiment chouette. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Au bout d'un moment, pour faire 1 mètre, j'ai mis 5 minutes, sans exagérer, parce que c'était horrible. Au bout d'un moment, en fait, il s'est mis à pleuvoir, tout le monde est rentré sous les chapiteaux et c'était horrible. Et c'est vrai que parfois les queues, c'était pas hyper bien distinct. On s'est fait griller plusieurs fois des places. Peut-être que moi-même j'ai grillé des places à quelqu'un sans m'en rendre compte. Je crois pas, mais peut-être. Ouais, au bout d'un moment, c'était sacrément le bazar. Je me souviens pour Mathias Malzieu, on a été faire la queue avant qu'il arrive. Et du coup, il y avait quelqu'un devant nous, puis moi et Magda. Et des gens se sont mis derrière nous ensuite. Et après, il y a d'autres gens qui ont décidé d'aller faire la queue par l'autre côté. Et qui ont fait une deuxième queue, en fait. Et au bout d'un moment, il y a un libraire qui nous dit vous qui êtes là, faut aller faire la queue de l'autre côté. Ah bah non, je crois pas, parce que je suis arrivée en deuxième. Donc, enfin bon, c'était sacrément le Bronx. Marie-Varey, c'est pareil. Au bout d'un moment, il y avait des queues, pas de queue. Enfin... Voilà, c'est le reproche que je vais faire à ce salon, mais ouais, franchement, sinon, c'était vraiment chouette. Il y avait beaucoup d'auteurs, j'ai vu plein de monde, j'étais trop contente. On a voulu aussi, l'autre petit hic, c'est qu'on a voulu aussi assister à la conférence qu'il y avait samedi à midi avec Bernard Minier et Franck Tilliez, de gros monstres du polar, ça devait être trop cool. Et voilà, en fait on pensait pas qu'il fallait y aller longtemps avant et on n'y est pas allé longtemps avant et on s'est fait avoir, il y avait plus. Je saurais, et je vous le dis, au cas où vous allez à Nancy, si vous voulez aller à une conférence, il faut aller faire la queue 1 heure avant, sinon vous n'aurez pas de place. Sinon, je vais vous montrer mes petits achats. Je repars avec 8 livres. Dont un que j'ai déjà lu mais que j'avais pas dans ma palle. Il s'agit de Clarisse Sabar, Ceux qui voulaient voir la mer. Je l'ai lu en fait je l'ai écouté sur Audible, celui-ci. Du coup je l'avais pas dans ma palle. C'est un des livres de Clarisse Sabar qui est allé chez Pocket au format poche. Voilà, Ceux qui voulaient voir la mer, c'est une très jolie histoire comme peut nous offrir Clarisse Sabar habituellement. Ensuite, sinon au niveau des achats, pour ma pile à lire, je repars donc avec 7 livres. Je repars avec un Franck Tilliez, La mémoire fantôme. C'est donc le 2e tome où on voit apparaître Lucienne Bell. J'ai pu échanger un tout petit peu avec Franck Tilliez. Lui, jusqu'au moment de partir, on pensait vraiment qu'on ne le verrait pas avec Magda, parce qu'à chaque fois qu'on y allait, il y avait une queue du diable. Et puis finalement, il nous restait 1 heure pour traîner sur le salon. Et là, on voit qu'il n'y a pas trop de monde à Franck Tilliez. Donc on se dit, bah écoute, on n'a rien à perdre, on fait la queue. Si on voit que ça va pas, on s'en va. Et finalement, on a pu le faire. Voilà, j'ai pu dire à Franck Tilliez que Lucienne Bell m'avait beaucoup intriguée dans La chambre des morts et que j'avais très envie de découvrir la suite. Donc voilà, je vais le lire très vite pour pouvoir en reprendre un au festival sans nom. Ensuite,
J'ai découvert une nouvelle maison d'édition et une nouvelle autrice qui s'appelle Justine Martin avec une vie de voyage et c'est édité chez Kaplume. Je ne connaissais absolument pas. Voilà, l'autrice m'a très bien parlé de son livre et puis voilà, moi tout ce qui est camping-car, van, etc. je suis très bonne cliente donc voilà, j'ai vu ce roman, je me suis dit pourquoi pas, il est assez court, il fait 300 pages, je n'ai aucune idée de quand je pourrais le lire mais voilà, il m'a donné très envie. Ensuite, je me suis pris un Mathias Malzieu. J'étais très impressionnée de rencontrer l'auteur, l'artiste qui est le chanteur de Dionysos. J'étais hyper impressionnée, mais il est tellement gentil, tellement abordable, tellement cool que il te met hyper à l'aise en fait et je me suis très vite détendue. Voilà, du coup je lui ai pris La mécanique du cœur. J'ai l'impression d'être une inculte de ne pas connaître La mécanique du cœur, mais je n'ai jamais lu ce roman. Édimbourg, 1874, le jour le plus froid du monde. À sa naissance, le cœur gelé de Jack se brise immédiatement. Pour le sauver, la sage-femme qui l'a mis au monde a remplacé son cœur par une horloge. Depuis, il prend soin d'en remonter chaque matin le mécanisme afin qu'il ne s'enraye pas. Le garçon doit également éviter toute émotion, que ce soit la colère ou l'amour. Mais sa rencontre avec une chanteuse de rue va bouleverser son existence. Je suis certaine que c'est encore un livre très poétique et très beau, écrit avec finesse, comme sa plume a su me convaincre dans... Le guerrier de porcelaine qui m'a énormément émue. Il est très court celui-ci, 150 pages, je le lirai très vite. Ensuite, je me suis pris Mon père, ma mère, Mes tremblements de terre. C'est un des rares livres de Julien Dufresne-Lamy que j'ai pas lu, qui est donc sorti chez HarperCollins en version poche. Je vous lis juste la première phrase de la 4e. Dans une salle d'attente d'hôpital, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Bientôt, Alice sortira du bloc. Alice, c'est son père. Il m'avait beaucoup touchée avec... Joli monstre, c'est le premier que je disais de lui et j'ai tellement adoré. Voilà, je vous l'ai déjà dit je crois dans le vlog précédent, Julien Dufresne-Lamy pour moi c'est une valeur sûre. J'ai trop hâte de lire celui-ci. J'ai également pu lui dire sur Salon à quel point Les Bienheureux m'avaient touchée. Je me suis encore laissée submerger par l'émotion devant l'auteur lui-même, c'est une catastrophe, mais bon c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, c'est une autrice que je suis depuis que j'ai ouvert mon compte Bookstagram, à laquelle je suis abonnée parce que je la trouve je la trouve fascinante en fait dans sa manière d'être et pourtant c'est une autrice que j'ai jamais lue. Et là on passe devant elle au salon et je me dis je dis à Magda j'aimerais bien la lire elle mais je sais pas, elle m'impressionne en fait et c'est tout, on passe plusieurs fois devant et pendant ce moment où j'ai fait 1 mètre en 5 minutes je croise à contresens Eva et Eva me dit on va voir Agathe Ruga. Et ben je me suis accrochée à Eva et je me suis dit je vais aller voir Agathe Ruga avec toi puisque j'arrive pas à accéder à Marie Vareille. Et du coup me voilà repartie avec l'homme que je ne devais pas aimer. De ce que je comprends c'est un livre très personnel pour l'autrice. C'est un livre qui fait 200 pages et il me tarde de le lire. Agathe Ruga elle est hyper cool et voilà j'ai trop hâte de lire son roman. Ensuite je me suis pris Le syndrome du spaghetti qui paraît chez PKJ de Marie Vareille. J'avais très envie de lire le tome 1 de Elia, sa trilogie fantastique ou fantasy, je sais pas. Et il y en avait plus. Je l'ai vu plusieurs fois, je suis passée devant, il y avait le tome 1 et au moment où j'y suis allée, il n'y avait plus. Donc du coup, je me suis pris Le syndrome du spaghetti parce que j'ai très envie de découvrir Marie Vareille dans la jeunesse. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne, donc voilà, je me suis pris celui-ci. Et ensuite, je me suis pris, chez mes amis des Éditions des Lacs, je me suis pris Le goût du vertige de Stéphane Chaumet. C'est un des derniers qui sort dans cette maison d'édition. Peut-être que mourir, ce n'est pas grand-chose, c'est qu'il y a d'inadmissible, c'est la mort de ceux qu'on aime. Une vingtaine d'années après la disparition de son amie, morte à 22 ans d'une maladie rare, le narrateur retrouve par hasard une autre femme qu'il a connue à cette époque, une violoniste avec laquelle il a vécu une étrange et brutale passion. Ressurgissent ces deux histoires séparées mais intimement liées dans sa mémoire où se mêlent la violence du désir et celle du deuil. Je sais que chez Éditions des Lacs, c'est souvent des plumes très poétiques, un petit peu perchées qui sortent. Et voilà, il a attisé ma curiosité. La couverture est très dark, hein. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, pour mes achats, pour le livre sur la place de Nancy, c'était trop cool d'y aller avec Magda, c'est trop cool de croiser tout plein de monde, tout plein d'auteurs. On a revu également les auteurs de Alabama, 1963 et America, qui sont toujours aussi cool. Voilà, j'ai pu aller voir Victoria Mass, que j'ai pu lui dire que j'ai adoré ces deux livres. J'ai vu plein de monde et c'était trop cool. Et les salons, c'est quand même trop cool. C'est la Angélique du montage. Je me rends compte que je ne vous ai même pas dit que j'étais allée voir Olivier Norick.
quel oubli incroyable. Évidemment, je suis allée voir Olivier Norek. Évidemment, je suis allée me faire dédicacer Code 93. J'en ai plus que 2 à faire dédicacer dans ma palle et après je n'aurai plus d'excuses pour aller le voir. Il est toujours aussi cool. Voilà, je reviens au présent. Sinon, niveau lecture, j'ai attaqué Vendredi Fille du Vent et j'ai dû lire 15 pages. Et j'étais tellement perturbée par mon histoire de pas dormir, je prends le train, je prends pas le train. Bref, c'était tellement Bagdad dans ma tête que finalement, j'ai lu 15 pages. J'ai pas pris de livre pour le train. N'importe quoi. Et du coup, et samedi soir quand je suis rentrée, j'étais tellement excitée de ma journée que je n'ai pas réussi à lire. Et dimanche, commençait la lecture commune de ceci. La chair de sa chair de Claire Favant. C'est une lecture commune qu'organise Magda. Je trouve la couverture tellement belle. Voilà, du coup j'ai attaqué ça hier et j'en suis déjà à la page 177. Je me suis retenue en fait hier à 22h et quelques. Je me suis dit j'arrête, je vais regarder un peu Netflix parce que sinon je vais le dégommer en une journée et que j'ai envie de le faire un peu traîner. C'est un thriller domestique. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est hyper addictif, hyper intriguant. Mais lui je vous en parlerai mieux dans le prochain vlog. Et sinon hier, le dimanche en général j'aime bien lire un petit graphique et du coup j'ai sorti tout de suite de ma palle Merci mon fils de Zoélie que j'ai reçu il y a très peu de temps par les éditions Le Duc. Vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à l'EMDR. Ce roman-là, c'est l'histoire de l'autrice elle-même, Zoélie, qui rencontre son conjoint très jeune et avec qui ça va très très vite, avec qui elle se met très vite en couple, en appartement, etc. Et lorsqu'il décide de faire un enfant, ça va également très très vite et Zoélie, elle tombe très vite enceinte. Elle est très enthousiaste à l'idée de ses grossesses, etc. Et en fait, au moment où elle accouche, au moment où on lui pose son fils sur elle, un accouchement qui est très difficile, où ça finit avec les ventouses, etc. La seule chose qu'elle ressent, c'est un vide intersidéral, un néant total. Elle entend parler depuis toujours de ce moment magique, de cette rencontre incroyable, du moment où on pose ton enfant sur toi et qui est un coup de foudre, une explosion, un feu d'artifice. Et elle, la seule chose qu'elle ressent, c'est un vide abyssal. Un vide abyssal qui est illustré par une image en noir et blanc que j'ai trouvé d'une intensité folle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au cours des mois qui vont suivre, Zoélie, elle n'arrive pas à aimer son fils comme elle devrait l'aimer. Elle n'arrive pas à s'attacher à cet enfant, elle lui en veut, elle n'y arrive pas. C'est un sujet qui est hyper délicat, la dépression postpartum. Et elle se livre avec tellement de pudeur et tellement de bienveillance. Je crois que Zoélie a eu un courage incommensurable pour livrer son histoire et elle me touche vraiment beaucoup, son histoire en fait, parce que vraiment c'est tabou en fait, que quand tu as ton enfant les premiers mois et que tu n'arrives pas à t'attacher comme elle n'arrive pas à s'attacher, ça doit être tellement dur en fait de l'avouer et elle le dit elle-même en fait. Les gens dans son entourage ne se sont pas rendus compte parce qu'elle a jouer la comédie, je sais pas si le terme est bon. Et c'est des images très fortes, c'est des mots très violents qu'elle utilise et elle le fait avec beaucoup de talent et beaucoup de pudeur et j'ai trouvé ça fabuleux. Et on comprend en fait petit à petit que peut-être Zoélie est ainsi parce que il se pourrait que Zoélie elle ait pas eu une enfance idéale. Il se pourrait qu'elle ait eu un père d'une violence extrême, qu'elle ait eu une mère lisse, complètement lisse, un père qui est un pervers narcissique. Et il se pourrait qu'elle ait des traumas en fait, Zoélie, et que ces traumas-là, eh bien, il faille les guérir absolument pour pouvoir aller de là. Et en fait, ce livre-là nous explique, alors je vais essayer de retranscrire ce que je comprends, j'espère que je vais être claire et surtout que je ne vais pas dire des grosses bêtises. Suite à un choc très violent, en fait le cerveau parfois il range pas l'information dans la bonne case au niveau du cerveau et ça va créer un sacré bordel. Et le MDR il va être là pour venir solutionner ça, pour venir aider le cerveau à refaire du rangement et à remettre les cases, les problèmes au bon endroit. En fait c'est un peu comme si vous avez vécu un problème, que le cerveau il vous le met dans la première case et que du coup en fait à chaque fois que vous repensez à ce problème, eh ben, vous avez encore cette boule dans le ventre, vous n'arrivez pas à digérer en fait ce choc émotionnel que vous avez vécu.
Et le MDR, par différentes techniques, va apprendre à votre cerveau à le ranger au bon endroit pour pouvoir vous permettre de vivre plus sereinement avec ce choc que vous avez vécu dans l'enfance. En fait, avec une méthode de simulation des parties droite et gauche du cerveau, avec un système de tapotement de ce que je comprends, le MDR va ranger vos souvenirs dans les bonnes cases, amoindrir en fait l'intensité du choc traumatique que vous avez vécu. Ce livre, il parle de ça, il parle de cette technique incroyable qui a l'air de porter ses fruits. J'en ai parlé hier avec quelqu'un sur Instagram, alors je sais pas trop si je peux dire qui. Donc voilà, qui me dit que cette méthode est incroyable et qu'elle fonctionne vraiment très très bien. Elle est très coûteuse, ça c'est ce que nous dit pas le livre, mais apparemment cette méthode est très coûteuse, mais elle permet vraiment de guérir de traumas, de gros traumas. On parle vraiment de gros traumas. Qui font que Zoélie, elle arrive pas à s'attacher à son fils. C'est quand même horrible. C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'en fait son cerveau il a disjoncté et que ça ne peut pas fonctionner. Ce livre-là, il va également parler de son enfant intérieur. Il est là en fait, ça c'est Zoélie. Et ça c'est son enfant intérieur, tous ces petits dessins, c'est son enfant intérieur qui est triste. Alors c'est marrant parce que ça reprend les couleurs, les codes couleurs du livre des émotions de mes enfants. Le bleu elle est triste, le jaune c'est un peu la joie. Et tu as le rouge qui est la colère, le violet qui est la peur. Et en fait elle va parler, Zoélie, de son enfant intérieur qu'elle malmène depuis toujours, qu'on n'a pas écouté depuis toujours, qu'on n'a pas cru à certains moments. Et elle va se réconcilier avec son enfant intérieur et elle va redonner confiance en son enfant intérieur. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça poétique, j'ai trouvé ça merveilleux. J'en ai la voix qui chevrotte un peu. Ça montre à quel point ce livre il m'a émue en fait. Et voilà, les dessins ils sont j'aime pas dire simples, mais ils sont plutôt simples, mais ils sont très percutants, très jolis. On saisit les émotions que Zoélie veut nous faire ressentir. Elle parle de choses très difficiles dans ce roman-là. Je vais vous montrer une planche qui m'a fait monter les larmes. Zoélie pense à un souvenir dans son enfance. Souvent, les souvenirs sont créés en noir et blanc. Et puis, quand elle revient dans le présent, ça repasse en couleur. Et là, en fait, elle va prendre soin de son enfant intérieur en faisant un câlin. J'ai trouvé cette planche vraiment vibrante d'émotion. Elle m'a fait monter les larmes instantanément. Je la trouve très très belle. C'est une grosse bande dessinée, je trouve. Elle fait 225 pages, mais elle est extrêmement complète sur le MDR. Elle m'a permis de connaître cette méthode que je ne connaissais pas. Et surtout, elle m'a permis de la comprendre, je crois. Donc voilà, si vous avez envie de lire un roman graphique, vous pouvez foncer sur celui-ci. Le du graphique, il est incroyable. Vraiment un très 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 gros coup de cœur pour Merci mon fils de Zoé. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais clôturer ce vlog ici comme d'habitude. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, je vous remercie si vous avez liké, commenté ou partagé votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends plus tard. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!